20 octobre 1942. Adossée au fleuve, la ville de la Volga résiste encore. Les soldats allemands écoutent le Führer à la radio. Nous avons pris Stalingrad. Il ne reste plus que quelques points de résistance. Nous les prendrons les uns après les autres. C'est une question de temps. Pour Hitler, Stalingrad est devenu le symbole de la victoire sur la Russie. Après 2 ans de guerre à l'Est, le front piétine. Au nord, les Allemands encerclent toujours Leningrad. Après 700 jours de siège, les Soviétiques ne faiblissent pas. Au centre, l'objectif, Moscou, est toujours un mirage pour les Allemands. Au sud, la progression vers le pétrole de Bakou s'arrête dans les monts du Caucase. À Stalingrad, des Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent, le 7 novembre, anniversaire de la Révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ces paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. Tous doivent prêter serment à Staline. L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. À 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Les 2 armées russes, du nord et du sud, font leur jonction, magnifiée par le talent des cinéastes soviétiques. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Paulus pourrait encore briser l'encerclement, mais il lui faudrait désobéir. Car en arrivant à la tanière du loup, Hitler lui a envoyé ce message. « Restez sur place. Une armée va venir vous délivrer. » Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Göring. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain
et 12 grammes de graisse. Il lance son offensive pour achever la bête tapie dans les ruines de Stalingrad. Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ses hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écœuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Les soviétiques n'arrivent pas à y croire et lui demandent son livret militaire pour être sûr de son identité. Paulus va collaborer avec les Russes et faire condamner ses anciens chefs, comme Keitel, au procès de Nuremberg. Il choisira de vivre en Allemagne de l'Est. Il a agi surtout par rejet de la folie hitlérienne, comme beaucoup de ses hommes.